les sujets brûlants d'actualité, les infos dont on parle peu, disait l'autre. Bon, là, on en parle quand même un petit peu. Il y a la crise en Ukraine que donc, j'ai commencé à couvrir, donc poursuivons. Avec une déclaration ici d'Emmanuel Macron relatée par France Info. S'il devait y avoir une agression, la riposte sera là. Et le coût sera très élevé, affirme Emmanuel Macron. Donc en mode... Il n'est pas content là. Ou en tout cas, il fait semblant de ne pas être content. Alors que tout le monde scrute une potentielle offensive russe en Ukraine, Emmanuel Macron a mis en garde Moscou. Donc voilà, la riposte sera là. A-t-il averti lors d'une conférence de presse commune à Berlin avec le chancelier allemand, voilà, qui... de nouveau, Olaf Scholz. Le président français a par ailleurs annoncé qu'il aurait vendredi un entretien téléphonique avec son homologue russe Vladimir Poutine après la visioconférence entre occidentaux lundi. Donc il met pas la visio, il met pas la cam pour Poutine. D'accord, mais il va peut-être être vexé, hein, le gars. Ce direct c'est terminé. Retrouvé, on s'en fout. Nouvelle manœuvre militaire russe, oui, bon donc ça c'est la succession du coup des infos. Forces russes ont lancé une série de manœuvres dans le sud de la Russie, en Crimée, la péninsule annexée par la Russie en 2014. Souvenez-vous, après le référendum, elles impliquent 6000 hommes, des navires, des chasseurs aériens, des bombardiers, explique l'armée russe. Un démantèlement d'un groupe à Kiev, enfin Kiev, qui a du coup la capitale ukrainienne, qui a affirmé avoir démantelé un groupe préparant des actions sur son territoire pour le compte de Moscou. Les organisateurs, je cite, de la bande préparaient une série d'attaques armées contre des infrastructures. Quelles infrastructures? Il y a des centrales, quand même, surtout là-bas, en Ukraine. Enfin bref, en coordination avec les services spéciaux russes. On n'a pas la nature des infrastructures. Détaille le service ukrainien de sécurité. La Russie n'a pas encore réagi à cette accusation, donc on verra la réaction. Et alors, autre news... plus inquiétante encore, même si plus symbolique, ici sur France 24, Ukraine, Washington et Londres demandent aux familles de leurs diplomates de quitter Kiev. Alors quand on rapatrie, là ils rapatrient pas les diplomates, mais les familles des diplomates, mais rapatrier ces diplomates, c'est l'étape juste avant la déclaration de guerre. Enfin dans l'histoire des guerres, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. La tension, pour vous lire l'article, croissante en Ukraine, pays menacé, je vous fais réagir après, pays menacé par une invasion russe a poussé le département d'État américain à ordonner dimanche aux familles de ces diplomates à Kiev de quitter le pays. Alors que Londres a suivi lundi le mouvement, l'Union européenne a appelé à dédramatiser la situation. Dramatisons tant qu'à faire, oui, parce que la logique de bloc qui se constitue et la tension s'accroît un peu. Tension qui ne retombe pas, justement, commente France 24 dans le dossier ukrainien. L'Ukraine a jugé lundi 24 janvier prématurée et excessive, citation, la décision des États-Unis de rappeler les familles de ces diplomates en poste à Kiev. Donc l'Ukraine elle-même dit ouais, calmez-vous quand même. Sur fond de plainte d'une invasion russe, Washington a ordonné dimanche aux familles des diplomates américains en poste à Kiev donc de quitter l'Ukraine en raison de la menace persistante d'une opération militaire russe. Fin de citation. Une décision suivie par Londres qui a annoncé lundi le retrait de personnel de son ambassade à Kiev face, alors là c'est carrément du personnel, c'est pas la famille du personnel, face à la menace croissante de la Russie selon le ministère des Affaires étrangères. Le personnel local et le personnel non essentiel américain peut quitter l'ambassade de Kiev s'il le souhaite. Les ressortissants américains résidant en Ukraine devraient envisager maintenant de quitter le pays par des vols commerciaux ou d'autres moyens de transport, ajoute le ministère américain des Affaires étrangères. La situation sécuritaire, notamment le long des frontières ukrainiennes en Crimée occupée par la Russie et dans le Donetsk contrôlé par la Russie, est imprévisible et peut se détériorer à tout moment, précise le département d'État. Donc voilà, on parle après de dédramatisation, mais voilà, je vous laisse lire l'article in extenso si ça vous intéresse. Mais voilà, eux ils s'y attendent à tout instant. Une invasion russe peut se produire à tout instant. Une haute responsable américaine, mais il ne cite pas son nom, les États-Unis ne seraient pas en position d'évacuer les citoyens américains dans ce cas de figure. Ah oui, dans le cadre d'un contexte ouvert où il n'y a plus de vols commerciaux, oui, du coup, ça peut être un petit poil compliqué. Une tension qui s'accroît, donc voilà un article fait avec l'AFP. On parlait justement de l'AFP. Geek avec high-tech juste avant, et ben ça c'est l'AFP tout court. Est-ce que vous avez suivi le dos, messieurs? J'entendais notamment Aurélien réagir plusieurs fois et je l'ai coupé traîtreusement pour dérouler un petit peu cette chronique. Aurélien, bah, il est toujours mute là. Ah, J'étais aux toilettes 2 secondes. J'étais aux toilettes, désolé. C'est classe. Oui. Ouais, tant qu'à faire, hein. Tant être honnête avec les viewers. Oui, écoute, c'est marrant parce que déjà, il faut se rendre compte que la Crimée, c'est la terre d'origine des Russes. Donc les Russes, ils lâcheront jamais ce coin-là. Ils ne laisseront jamais les Américains s'installer. Tu parles juste de la Crimée ou de l'Ukraine d'une manière générale? Non, de la Crimée. Parce qu'il y a toute l'histoire du Russe de Kiev quand tu remontes vraiment loin dans l'histoire de la Russie, quoi.
La Russie est née à Kiev, quelque part. Ouais, la Russie est née à Kiev, donc, et je crois même qu'ils sont plus spécifiques. Pour moi, c'est pas forcément une question de... Pour moi, c'est pas du tout historique. Franchement. Non, mais il faut prendre ce que je voulais dire en disant ça, c'est que le sujet de la Crimée et de la Russie, c'est bien plus complexe que... Il y a un contexte historique. Puis quand Damon nous expliquait qu'ils enlèvent les familles des ambassadeurs, ça c'est qu'un coup de pression et on s'en rend bien compte parce que Kiev n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. C'est un coup de pression ou une étape supplémentaire qui est franchie. Hein, mais bon. C'est ça le truc, c'est que les Américains, comme on le sait tous depuis qu'ils existent, les Américains ont besoin de guerre pour croître économiquement. Et on se rappelle que malheureusement, Obama en a arrêté quelques-unes, entre guillemets. Trump a fini de retirer ses troupes. Et là, les Américains se retrouvent avec plus de quoi utiliser leur beau joujou tout neuf, tout flambant neuf, tout bien équipé. Donc ils ont... Après, Trump n'a pas déclenché de nouvelle guerre. Ça, c'est quand même un truc à lui reconnaître, même s'il a tardé à retirer des troupes là où les théâtres d'opération étaient terminés. Mais... Après, c'est un dossier que Kali a bien traité, aller sur sa chaîne pour là-dessus, le bilan de Trump. Donc, les Américains ont besoin de cette guerre, quoi. Enfin, de mon point de vue. D'un autre côté, est-ce que faut-il faire confiance aux Russes aussi? Personnellement, moi, je suis en matière de géopolitique, la confiance aveugle, c'est pas un bon bail, hein, mais. Voilà, personnellement, je suis absolument pas pro-américain, je suis absolument pas pro-russe. Moi, ce que je vois, c'est que concrètement, la Russie s'étend étend ses tentacules un petit peu partout. Là, par exemple, l'exemple typique, tu parlais de la Crimée, des raisons historiques. Certes, il y en a, mais on sait tous que la Crimée, les Russes ont utilisé l'excuse historique pour pouvoir l'annexer. Pourquoi? Parce que c'était une région qui était riche en énergie. Maintenant, comme disait Daimon, historiquement, Kiev est tout aussi importante. Bref. Mais ce que je vois aussi, c'est par exemple, on en parle un peu moins, mais faut voir aussi de la situation qu'il y a aussi en Afrique. En Afrique, avec le déploiement de plusieurs groupes paramilitaires russes dans divers pays, que ce soit des pays d'Afrique noire comme le Mali ou même là dernièrement avec le Burkina Faso. Là, on sait que c'est un dos d'aujourd'hui, ça, le Burkina Faso. Voilà, le Burkina Faso, faut savoir que le but, c'est que donc c'est les militaires burkinabés se sont entendus avec les Russes un coup d'État du coup. Pour pouvoir virer Kaboré et établir donc une alliance avec les Russes. Quelque chose qu'a fait déjà le Mali avant. Dans les pays du Maghreb, on voit des pays comme l'Algérie et même le Maroc commencer aussi à établir des liens commerciaux avec... le mouvement qui regroupe toute la... Du coup, ça lance une vidéo. Excuse-moi. Ouais, je me suis dit, tiens, qui c'est qui fait un accent raciste? Bah non, c'est pas un accent raciste, c'est la vidéo. Oui, non, mais quoi que c'est Ouagadougou. Et ouais, donc voilà, c'est ça aussi que je vois, c'est que Sanda, Hugo, Damiba. C'est la Russie étant ses tentacules un petit peu partout. Donc est-ce que c'est bon signe? Je ne sais pas. Enfin, moi j'ai ma réponse perso, mais voilà, moi ça me fait un petit peu flipper tout ça, quoi. On sent que Poutine il est en mode conquête, quoi. Mais disons que la pieuvre russe qui s'étend, en tant que petit pays, en tant que la France en tant que petit pays n'a que des avantages à en tirer parce qu'on a le bloc occidental dirigé par les États-Unis d'Amérique qui est complètement en train de se déliter. On s'en rend bien tous compte que les États-Unis dans 30 ans c'est fini, espérons-le. Je leur souhaite pas. À quel niveau? C'est peut-être que aller sur l'économie, ils sont peut-être un petit peu en déclin. Ceci dit, sur le militaire, ils sont toujours numéro 1. Et ça tient là-dessus. Après, justement, quand il restera le problème, c'est que quand il restera que le militaire, la Pax Americana, est-ce que ça restera vraiment de la Pax, quoi? Et salut Hakim. C'est ça le truc. C'est que moi, je trouve ça... Enfin, de mon point de vue français, où je pense aux intérêts de mon pays avant les intérêts des autres, parce que c'est comme ça que ça marche, moi, je me sens pas moins grand, enfin, je sens pas la France moins grande si la Russie prend plus de pouvoir. Après, c'est la façon dont la Russie prend le pouvoir, et la façon dont la Russie prend le pouvoir sur les autres, eh ben, c'est en nous dégageant, nous, les Français d'Afrique, donc ben, malheureusement, ou heureusement, ça dépendra de comment se situe le nouveau... Enfin, la France-Afrique va s'arrêter. Donc, certains y verront un avantage. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, mais on en perdra une certaine manne économique.
Mais du coup, il faut se dire que cette prise de pouvoir russe, elle est que bénéfique, entre guillemets, pour nous, par rapport aux États-Unis. C'est que si un jour on veut entrer en conflit, pas ouvert, mais en conflit un peu plus ouvert que ce qu'il est déjà, tu peux faire jouer on peut s'aligner sur les intérêts russes si vous nous faites chier, et faire une troisième voie, une médiation comme ça, mais... Et si les Russes nous écoutent pas, malheureusement, il y aura c'est aussi ce que le les gaullisme Chinois, faisait un petit peu d'ailleurs, ce strat-là. De un coup, on va reconnaître la Chine, un coup, on va aller rencontrer le premier secrétaire de l'URSS, un coup, on va se rabibocher avec les Américains, et du coup, de jouer ton épingle du jeu là-dessus. Alors après, le problème, c'est que au-delà de l'intérêt national de la France à pouvoir jouer sur les deux tableaux, il y a quand même une logique de bloc qui se constitue et qui peut s'affronter, et on n'a pas envie de ça. C'est ça. Moi, ce que je vois, par exemple, tu dis oui, c'est pour il y a des bienfaits. Pour moi, il n'y a pas de bienfaits. Concrètement, en Afrique, ce qui se passe, c'est qu'on a un État colonial qui va laisser la place à un autre État colonial. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, ce qu'ont fait les Russes, c'est ce qu'ont fait les Français aussi dans les pays d'Afrique. Et même ce qu'a fait, et c'est exactement la même chose que ce qu'a fait aussi les États-Unis avec les pays d'Amérique du Sud ou les pays du Moyen-Orient aussi. Au final, c'est exactement les mêmes stratégies. Maintenant, il y a Naïf versus Expert qui a mis la pieuvre américaine, mais bien sûr qu'il y a la pieuvre américaine, comme il y a la pieuvre européenne partout. C'est même la Chine, tout ça, ce sont tout le monde essaie de mettre des tentacules partout. Hein, oui. Et voilà, c'est ça. C'est juste que au final, c'est entre la peste ou le choléra. Merde, là, on voit déjà les Russes ce qu'ils ont fait avec le chantage. Je sais plus qu'il avait ressorti sur le chat, mais les Russes qui avaient procédé au chantage à l'énergie il y a quelque temps, je veux dire, ça c'est déjà un bon exemple de ce qu'ils peuvent faire à l'avenir. Je veux dire, voilà, c'est au final, oui. Ah non, mais c'est triste, hein. Si les Russes veulent tenir par les couilles les Européens, c'est déjà fait. C'est déjà une victoire en soi. Voilà. Donc nous, on va se retrouver comme d'hab, au final. C'est pareil, hein, de toute façon, quoi qu'il se passe, malheureusement, de par la taille de la France, de par le nombre d'habitants, nous ne serons jamais, hormis si on devient ce qu'en a fait Napoléon de la France, c'est-à-dire une puissance qui écrase tout le monde et qui conquiert des territoires à tout va, on sera jamais un grand pays. Donc c'est ça le truc, c'est que jusqu'au jour où le rêve de l'ours et le mien seront accomplis, c'est-à-dire qu'il y aura un anarchisme, un internationalisme et que tout le monde sera bien éduqué à penser aux autres. Vous allez vous faire des amis encore. Mais à l'heure actuelle, on a besoin moi je pense souvent en termes de stratégie. Et la stratégie, il faut pouvoir l'accorder. C'est comme en ce moment, j'ai un petit sujet qui m'intéresse, c'est par rapport aux élections, c'est qu'est-ce qu'on va devoir promettre au capital pour qu'il nous, qu'est-ce que va devoir promettre Mélenchon s'il est élu au capital pour qu'il nous laisse les mains libres. Et c'est de la stratégie, il faut toujours penser en termes de stratégie. Alors moi aussi, j'aimerais ne pas être fourbe, ne pas penser à de la manipulation, à du double jeu et tout. Mais malheureusement, d'autres pays sont ancrés dans cette chose. Les Américains sont les plus grands manipulateurs de la planète. Et même si on est avec eux, on est opposé à eux. Enfin, moi, idéologiquement, je suis opposé à eux. Les puissants sont pas toujours puissants parce qu'ils manipulent, hein, c'est de toute façon. Comment jouer de cette hégémonie ou d'une future hégémonie ou d'un futur agrandissement pour pouvoir nous tirer l'épingle du jeu et pouvoir ne pas être les dindons de la farce. Alors je dis pas qu'il faut donner un blanc-seing aux Russes ou aux Chinois ou aux Américains. Je dis juste qu'il faut savoir jouer sur plusieurs tableaux, ce qu'a fait très bien en son temps le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il en a fait des vertes et pas mûres aux Américains jusqu'à leur dire de remballer leurs affaires et de plier boutique dans leur dernière base. Mais en même temps, il y a eu d'autres trucs, vous voyez. Enfin, il faut toujours savoir sortir que du commandement le rôle des chefs de l'État, c'est très complexe. Trucs, oui. Quand il est venu réclamer l'or, quand il n'y avait plus la libre convertibilité de l'or, du dollar en or, il y a eu plein de trucs, oui. Mais... Effectivement. Ce qui est triste, c'est qu'au final, la stratégie utilisée par tel camp ou tel autre camp reste le même. C'est-à-dire que, au final, est-ce qu'on va parler chinois, russe ou anglais ? Actuellement, l'hégémonie est plutôt en langue anglaise, mais peut-être que dans 50 ou 70 ans, on parlera mandarin, tu vois. Voilà, c'est ça le truc. C'est au final, tu vois que c'est la même stratégie partout. Là, tu vois, comme tu disais, on parle anglais. Effectivement, on parle anglais, mais il faut savoir que là, dans les milieux économiques, la langue chinoise commence à prendre un pas de plus en plus important, par exemple. Et la Russie, c'est ce qu'essaye aussi de faire la Russie aujourd'hui. Bon,
par une stratégie Il y a un différente. bot, il y a un bot. Ah, il y a un bot. Pardon. Désolé. Oh putain, un bot. Putain, je vous l'ai dit, ça y est, ça commence, ça y est, c'est foutu, on est foutu. Mais voilà, c'était sûr en fait. Crax, il était rapide. C'était sûr. Voilà, Merci ça y est. Crax. Ça y est, les Russes nous attaquent. Voilà. Ouais. En plus, c'est ça, c'est écrit d'un message russe, c'est trop chelou ces trucs. Putain, je vais avoir le FSB qui va toquer à ma porte. Enfoiré. Attention. Ils sont Sors là, pas ils les pieds arrivent. du lit, t'as le monstre qui va sortir, le gros ogre russe qui va sortir sous le lit. Non. Et en parlant d'hégémonie de langue, moi je pense que c'est les Coréens qui vont gagner. Parce que actuellement, je regarde beaucoup trop de séries coréennes et j'ai regardé, en suivant vos suggestions, est-ce que je suis pas habile dans mes transitions, la série sud-coréenne Hellbound. Et du coup, je pense que je peux mettre